cette espèce de basculement qui s'opère dans le monde, qui n'empêche pas les États-Unis d'être prééminents, d'être militairement écrasants par rapport à tout le monde, mais n'empêche qu'on sent que ce n'est plus la puissance telle qu'elle était perçue au moment de George W. Bush. Et alors là, il y a une tentative, en quelque sorte, de prétendre que les Saoudiens sont en train de faire la politique que les États-Unis devraient faire. C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais on voit très bien que dans la crise syrienne, les États-Unis et l'Arabie saoudite ne poursuivent pas les mêmes buts. Gérard Chalian, pour la seconde fois. Nous étions rencontrés il y a un mois, à un moment où les tensions entre États-Unis et Russes étaient en train de se détendre légèrement, notamment avec la proposition de Poutine de désarmer chimiquement la Syrie. L'étape suivante était en janvier, Genève 2. Dans quel contexte, quels étaient les objectifs? Je crois qu'il faut replacer Genève 2 dans un contexte plus large, dans la mesure où l'administration Obama a consenti à reprendre des négociations avec les Iraniens. La nouvelle donne avec M. Rouhani ouvre ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Fallait-il la saisir ou non? Là-dessus, les avis divergent entre, d'une part, les Israéliens et les Saoudiens, qui paradoxalement se retrouvent sur la même position, et d'autre part les Américains et plusieurs autres qui pensent qu'il est possible peut-être d'obtenir des concessions importantes du côté de l'Iran, ce qui permettrait de réintroduire l'Iran dans la possibilité d'une négociation globale autour de la Syrie. Pourquoi? Parce que ce conflit n'est pas un conflit strictement local. Ce conflit est devenu non seulement international, avec la Russie dont on connaît le rôle, et les États-Unis et ses alliés, mais surtout, c'est devenu un conflit régional entre, en définitive, l'Arabie saoudite et ses alliés ou ses clients, et puis l'Iran et ses alliés ou clients. D'ailleurs, d'une part, le Hezbollah libanais, les Irakiens de Bagdad avec Nouri el-Maliki, bien sûr Bachar el-Assad, et de l'autre côté, il y a tous les mouvements que l'Arabie saoudite, entre autres, mais enfin c'est quand même l'Arabie saoudite le principal actionnaire dans cette affaire, aide de façon directe, c'est-à-dire en annonçant, oui, j'aide cette coalition de 43 mouvements islamistes, etc. Et puis ce qu'elle aide de façon indirecte en prétendant, bien sûr, n'y pas toucher, un peu comme lorsqu'elle a procédé pendant la guerre d'Afghanistan, je parle de la première, c'est-à-dire celle des années 80, où en principe l'Arabie saoudite prétendait que les aides étaient privées, qu'elles venaient du Golfe, et puis à la fin on a appris que c'était le principal, comment dirais-je, acteur, M. El-Turki, qui était à la tête des services et qui distribuait directement l'aide. Bon, donc, il s'agit en somme pour les États-Unis de réussir à retrouver un équilibre qui soit, à ses yeux, plus, je dirais, plus porteur d'une possibilité d'agir sur les conditions du Moyen-Orient. C'est-à-dire que le succès, par exemple, des clients de l'Arabie saoudite, de façon indiscutable, c'est-à-dire tous ces mouvements islamistes qui sont fort nombreux et qui dans l'ensemble se sont renforcés, c'est mauvais pour les États-Unis. Et réintroduire l'Iran comme facteur d'équilibre peut être une carte possible. Ceci dit, les Américains savent très bien que tout ceci est extrêmement incertain, qu'on est sur le fil du rasoir, et que Genève 2, puisque vous avez soulevé le problème, Genève 2 pour l'instant, c'est un dialogue dont nous n'avons que des échos extrêmement feutrés, dans la mesure où tout se passe à huis clos, avec des
des torsions de bras et la participation de certains, mais pas de tous. Voilà. D'accord. Il manque qui, par exemple Qui participe? Oui, bah, pour rappeler, pour les... Oui, certains mouvements appuyés par les Américains participent, coalition, etc. D'autres mouvements infiniment plus engagés du côté des islamistes boudent. Donc c'est une partie seulement de ceux qui participent de cette guerre civile qui sont à table. Alors est-ce que ça permet de dégager une possibilité? Ça dépend un peu de Bachar el-Assad. Ça dépend aussi des capacités de pression, non seulement des États-Unis, mais peut-être également de la Russie, qui certainement ne tient pas à perdre son client, mais qui ne défendra sans doute pas Bachar el-Assad en tant que tel, et peut parfaitement trouver une solution de compromis. Ça s'est déjà vu. Alors en janvier, il y a eu une étude qui était sortie du MIT qui révélait que ce n'était pas Bachar el-Assad à l'origine des utilisations d'armes chimiques en Syrie, ce qui avait l'air de renforcer aussi il y avait un journaliste, Seymour Hersh, je crois, qui disait aussi que les États-Unis n'avaient pas donné toutes les preuves, notamment sur l'utilisation d'armes chimiques par la coalition. Comment on pourrait expliquer cet empressement à avoir accusé Bachar el-Assad, alors qu'a priori on n'est pas encore vraiment sûr, il y a encore des documents qui sortent en janvier qui semblent prouver le contraire. On n'en est pas à la première manipulation historique. Pour reprendre le passé, les États-Unis par exemple, mais je pourrais prendre n'importe quel autre pays, les États-Unis n'ont pas été chiches en manipulation de cette sorte. En 1964, le bateau dont ils ont prétendu qu'il avait été dans le golfe du Tonkin bombardé par les Vietnamiens ne l'était pas. En 1898, il y a eu un incident au large de la Havane et un de leurs bateaux a été endommagé et on a prêté ça aux Espagnols. Ça a permis de faire la guerre de 1898 qui a dépouillé les Espagnols de Cuba, des Philippines, etc. Bon, c'est de bonne guerre. Dans la pratique, j'ai entendu dire par divers services qu'effectivement Bachar el-Assad n'avait pas véritablement utilisé des armes chimiques, ou alors que ça a été fait de façon tout à fait maladroite et qu'en définitive il y avait eu également utilisation de l'autre côté. En d'autres termes, la manipulation dans ce genre d'affaires, c'est quelque chose de, je dirais, d'automatique. Chacun va utiliser au maximum tout ce qui est possible pour coincer l'adversaire et faire que la ligne rouge soit franchie. Les Américains ne tenaient pas du tout à être entraînés dans cette affaire et l'option de Vladimir Poutine a changé complètement la donne. On nous dit qu'il faut intervenir justement parce que Bachar el-Assad a dépassé la ligne rouge. Mais cet empressement semble justement montrer qu'il y a des intérêts en tout cas qui dépassent ce prétexte humaniste. C'est ça que je voulais dire. Oui, il y a comme d'habitude une manipulation qui joue sur les facteurs humanitaires et moraux, alors qu'en général, les calculs politiques sont froids. Les États fonctionnent en fonction d'abord de leurs intérêts, et en ce qui concerne les États-Unis, on ne peut pas dire que la pression de l'opinion publique soit pour une participation à ce conflit. Donc pour l'administration Obama, il n'était pas tellement difficile de refuser en quelque sorte de s'engager dans cette affaire, alors que les preuves étaient apparemment controversées, voire fragiles. D'accord. Et vous parliez donc tout à l'heure de l'Iran. Comment se déroule justement l'affaire du nucléaire? L'affaire du nucléaire en Iran se procède par étapes. L'agence atomique qui se charge de visiter les sites vient de se voir attribuer la visite de 2 sites relativement importants. Donc on procède par étapes, petit à petit.
les Iraniens ouvrent des possibilités de contrôle dans certains de leurs sites. On est encore loin du compte, dans la mesure où depuis le début, ils n'ont pas cherché du tout à être transparents, hein, c'est l'évidence. Sans ça, ils ne se seraient pas mis tellement à l'abri, tellement en profondeur, etc., etc. Sur Lyon, on peut parfaitement les soupçonner. Je trouve que ceux qui soupçonnent les Iraniens de préparer les conditions du nucléaire sont parfaitement fondés à le faire. D'un autre côté, bon, les experts s'entendent pour dire que ce n'est pas encore le cas, qu'il y a une possibilité d'arrêter le processus et que ça vaut la peine de prendre la chance de tenter une négociation dans la mesure où ramener l'Iran sur une position disons, de partenariat possible dans le cadre du Moyen-Orient, ce n'est pas pour les États-Unis quelque chose de négatif. Se retrouver uniquement avec l'option saoudienne et cet islamisme de plus en plus militant, de plus en plus appuyé, ne paraît pas particulièrement réjouissant dans la mesure où finalement, bon, pour parler crûment, tous ceux que l'Arabie saoudite aide dans le conflit syrien sont les adversaires des Occidentaux. Ouais. Et pourtant on est relativement alliés. Nous avons une alliance ambiguë avec l'Arabie saoudite. Alors cette alliance ambiguë a fonctionné parfaitement jusqu'à ce que l'Union soviétique s'effondre, puisqu'en fin de compte, il s'agissait de mobiliser au nom de l'islam tout ce qui permettait de s'opposer au marxisme-léninisme. Depuis la guerre d'Irak, c'est-à-dire depuis 2003, les choses ont commencé à changer. C'est-à-dire que l'accident, en définitive, de cette guerre de choix qui porte au pouvoir des chiites, alors que l'Irak était dominé par des sunnites depuis toujours, a été très mal perçu par les Saoudiens, à juste titre, compte tenu de leurs intérêts. Et depuis, avec l'administration Obama, ils ont l'impression que, en définitive, compte tenu des moyens de plus en plus importants qu'ils ont du point de vue financier, avec la montée du G20, avec la crise de 2008, en d'autres termes, cette espèce de basculement qui s'opère dans le monde, qui n'empêche pas les États-Unis d'être prééminents, d'être militairement écrasants par rapport à tout le monde, mais n'empêche qu'on sent que ce n'est plus la puissance telle qu'elle était perçue au moment de George W. Bush. Et alors là, il y a une tentative, en quelque sorte, de prétendre que les Saoudiens sont en train de faire la politique que les États-Unis devraient faire. C'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais on voit très bien que dans la crise syrienne, les États-Unis et l'Arabie saoudite ne poursuivent pas les mêmes buts. Ouais. Bon, en ce qui concerne les relations entre Israël et l'Iran, il faut remonter à 1979, jusqu'à 1979, c'est-à-dire au moment où l'ayatollah Khomeini prend le pouvoir, l'Iran avait de bonnes relations avec Israël, dans la mesure où la création d'Israël en 1948-49 n'impliquait en rien l'Iran, ce sont les États arabes. Avec l'ayatollah Khomeini, nous avons donc un virage à 180 degrés. Il veut s'imposer dans l'ensemble du monde musulman comme le représentant de l'islam politique militant et en même temps comme l'anti-impérialiste. Il est tout de suite perçu comme un grave danger par les Saoudiens qui, en tant que champions du sunnisme, bien qu'ils soient eux-mêmes wahhabites, perçoivent cela comme une concurrence. Et les deux pays, à partir de là, sont antagoniques. Et cet antagonisme aujourd'hui est en train de se régler, dans une certaine mesure, dans la crise syrienne. En ce qui concerne les Israéliens, pour eux, ils perçoivent évidemment la montée en puissance de l'Iran et comme un État possiblement nucléaire, comme quelque chose d'extrêmement dangereux à leurs yeux, dans la mesure où ils veulent conserver le monopole du nucléaire dans le Moyen-Orient. Bien sûr, les Pakistanais, plus loin, disposent du nucléaire, mais enfin, on est quand même à bonne distance. Donc, empêcher à tout prix
l'Iran de devenir un État nucléaire. C'est le but des Israéliens. Ils n'ont pas cessé de pousser l'administration américaine à une attaque par voie des airs, en disant qu'il était moins une, qu'il s'était à quelques mois seulement, et qu'il était grand temps d'agir, qu'ils allaient frapper les premiers, ce à quoi l'administration Obama leur a dit « vous restez calme, il n'est pas question pour nous d'être entraînés dans cette affaire, nous ne voulons pas d'une crise de cette ampleur, etc. etc. » Donc on est dans une situation de tension où aujourd'hui les Israéliens sont très anti-iraniens. Ils ont d'ailleurs multiplié leurs contacts avec les Azerbaïdjanais, Bakou, qui se trouvent à la frontière de l'Iran, où ils ont d'excellentes relations, ils leur vendent des drones, ils leur vendent des armes, etc. etc. Ils entraînent l'armée, ça leur permettrait, au cas où ils auraient besoin d'opérer en Iran, d'être à 2 pas de Tabriz et de Téhéran. L'Azerbaïdjan, bien que chiite, étant opposé à l'Iran dans la mesure où il revendique une partie du territoire iranien qui est azéri, mais non pas azerbaïdjanais. Donc voilà, dans cette nébuleuse complexe, auquel la plupart des observateurs ne comprennent pas grand-chose, dans la mesure où c'est vraiment historique, disons, les positions aujourd'hui de l'Arabie Saoudite et d'Israël, de façon paradoxale, se rejoignent à l'égard d'un ennemi commun, pour des raisons totalement différentes d'ailleurs. Il y a eu un attentat en Russie, là je change complètement de sujet. Est-ce qu'on peut l'ancrer dans tous les conflits justement du Moyen-Orient? Est-ce que ça a été revendiqué? C'est des islamistes originaires du Caucase qui étaient, il y a de cela quelques années, des séparatistes et qui se sont reconvertis dans l'islamisme militant de type international. Alors oui, effectivement, pour eux c'était une occasion de frapper à la veille des Jeux Olympiques de Sotchi, de façon à rappeler qu'ils existent. C'est un peu le même processus, le même phénomène qui s'est produit à la veille des Jeux Olympiques de Pékin, où les Tibétains, comme les Ouïghours, se sont rappelés à l'existence des opinions publiques mondiales, dans la mesure où, quand les yeux sont fixés sur un pays avec un événement de cette nature, il faut faire quelque chose. Disons que nous sommes entre la manipulation médiatique, entre l'attentat de type publicitaire, et puis comment dirais-je, le bruit qu'on peut répercuter en Occident en disant, ben voilà, ils sont incapables de tenir l'ordre chez eux. Or, dans la pratique, il faut aussi, pour l'observateur froid, reconnaître que dans les 3 dernières années, il n'y avait pas eu d'attentat dans la Fédération russe.